Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation dédiée aujourd'hui aux bases d'Xstation, en l'occurrence au ticket d'ordre. On va voir précisément aujourd'hui les grandes lignes absolument indispensables, les grandes lignes à maîtriser, à connaître, à comprendre, justement pour distinguer plusieurs axes fondateurs, plusieurs piliers au niveau du passage d'ordre, tout simplement, que ce soit en exécution instantanée ou au niveau des ordres différés. On va parler de levier, on va parler de valeur nominale, de volume, on va parler évidemment d'ordre différé, la différence entre par exemple un buy limit et un buy stop. Voilà, c'est évidemment une vidéo pédagogique, je dirais relativement basique au demeurant, mais c'est toujours bon pour les initiés de reprendre de temps en temps certaines bases, et c'est toujours bon évidemment pour les novices de maîtriser ces mêmes bases. Voilà, il faut bien commencer par une vidéo de ce type-là, qui complétera, comme vous le savez évidemment, le programme de formation. Voilà, donc on arrive typiquement sur le compte visuellement par défaut, que ce soit un compte réel, que ce soit un compte démo, c'est précisément cette allure-là, cette représentation, en tout cas au moment où je parle, on est le 4 décembre 2015, donc c'est vrai que pour remettre ça dans le contexte, puisqu'il est possible que dans quelques mois, par défaut, la plateforme ressemble légèrement à autre chose. La seule chose que j'ai modifiée par rapport à la représentation par défaut, c'est tout simplement le fait d'avoir ajouté sur le click and trade à gauche le DAX 30, l'indice allemand, voilà, pour simplifier un petit peu l'exemple, puisque c'est généralement cet actif-là que je traite le plus en guise d'exemple au niveau des différentes vidéos de formation. Alors, plusieurs manières d'arriver, je dirais, sur le ticket d'ordre. Alors aujourd'hui, donc sous-entendu, il n'y aura pas spécialement de renvoi au money management, à l'analyse, etc. Hein, ça c'est le sujet d'autres vidéos naturellement. Plusieurs manières donc d'arriver sur le ticket d'ordre. On va tout simplement sur le click and trade, cliquer, déjà laisser, je dirais, le curseur pour que la petite barre de tâches, la petite barre d'icône apparaisse, et cliquer simplement sur ticket d'ordre. Alors j'ai dit qu'effectivement qu'il y avait plusieurs manières d'y accéder. Une autre manière, c'est plutôt que d'avoir le click and trade sous les yeux, bien que à titre personnel, c'est l'outil que j'ai systématiquement sous les yeux en guise de représentation des actifs. On pourrait effectivement les faire apparaître en cliquant sur tous, par exemple, donc faire apparaître sous la forme de liste chaque actif. Alors d'ailleurs, vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de volatilité, puisqu'on voit tous les actifs clignoter. Évidemment, le bleu symbolise plutôt une micro-variation, quelques ticks à la hausse et en rouge à la baisse. Il y a énormément de volatilité aujourd'hui. Pour l'anecdote, effectivement, on est confronté au NFP américain à 14h30. Bon, alors plusieurs manières effectivement donc d'arriver sur ce ticket d'ordre. Si je double-clique sur un actif, là, de manière arbitraire sur Euroyen, je vais également arriver sur ce fameux outil. Bon, alors, on va reprendre donc l'exemple du DAX avec le petit ticket d'ordre. Voilà. Avant toute chose, il faut distinguer exécution instantanée et ordre différé. Alors comme le nom l'indique, ordre différé, alors c'est un synonyme de ordre en attente d'exécution, c'est exactement la même chose. Moi j'ai plutôt tendance à parler d'ordre différé. Et bien l'exécution instantanée, ça va tout simplement me permettre, en cliquant à droite, de rentrer sur la cotation pour acheter l'actif, pour entrer à la hausse sur l'actif, symboliquement distingué avec un bouton bleu, et à gauche, symbolisé avec le bouton rouge, strictement l'inverse, c'est-à-dire de rentrer à la baisse. Voilà. Donc, typiquement, si je devais rentrer maintenant, hop, je vais cliquer, ordre ajouté, buy, donc à l'achat, vous m'avez vu cliquer sur la partie droite, donc effectivement, je viens de rentrer à la hausse sur l'indice allemand, sur le DAX 30, à la cotation arbitrairement choisie de 10 750.8. Alors, mon opération est ouverte, j'ai plusieurs possibilités effectivement pour mettre le take profit, je ne suis pas obligé, je dirais, de fixer mon take profit et mon stop loss en amont, c'est-à-dire au moment de la création, je dirais, de l'opération, je peux le faire en aval, c'est-à-dire maintenant, en cliquant simplement, soit en double-cliquant sur l'opération pour refaire apparaître le ticket d'ordre, soit de manière beaucoup plus simple, quand mon ordre apparaît sous la forme d'une seule ligne, eh bien, je clique dessus et j'ai les petites cases de take profit et de stop loss. Par exemple, je vais viser simplement 5 points, donc 10 755.8 pour un gain attendu de 125 euros. Pips, alors c'est un petit abus de langage, en fait, il faudrait parler de ticks, m'indique 50, puisqu'en fait c'est la première décimale, donc 5 points, à raison de la première décimale, ça va être effectivement 50 ticks. Pour le stop loss, typiquement, voilà, bon, j'ai pas eu le temps de le valider, le take profit a été touché, mais vous l'aurez compris, si j'avais arbitrairement fixé 10 745, alors d'ailleurs vous remarquez que le cadre est toujours actif, ça n'aura aucun impact puisque je ne vais pas pouvoir le valider comme l'opération est fermée, mais ça m'indique effectivement la moins-value attendue, strictement l'inverse du processus précédemment établi. Voilà. Naturellement, sous l'onglet historique, je vais faire apparaître l'opération, les 132,50 € de gain. Bon, là on s'éloigne un poil du sujet par rapport au ticket d'ordre, mais enfin c'est toujours bon d'avoir ce type de base en tête. Alors,
De manière totalement arbitraire, le volume par défaut est de 1 lot. Alors un lot, méfiance, parce que c'est un très gros volume. Alors, que veut dire une opération d'un lot? Eh bien, vous vous en doutez bien, l'opération représente une certaine quantité d'argent sur le marché, ce que l'on appelle le nominal. Alors le nominal, c'est un synonyme de valeur du contrat, vous en doutez bien, ce sont des synonymes en l'occurrence. Un lot sur le DAX représente 268 743,75 €. Voilà. Alors pour autant, je n'ai pas besoin d'immobiliser cette somme-là par rapport à mon compte pour attaquer une opération d'un lot sur le marché. Effectivement, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier, hein. En l'occurrence, généralement, l'ensemble des indices boursiers ont un certain levier préétabli chez XTB, différent de celui du Forex, tout est sur notre site. Si vous avez un doute, plutôt que d'aller sur le site, vous faites précisément ce que je viens de faire avec la calculatrice, le nominal divisé par la marge. La marge, je vais développer dans quelques instants ce que c'est. On me dit que j'ai un levier de 133. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'avais eu un levier de 1, pour représenter 268 000 € et 743 sur le marché, j'aurais dû immobiliser strictement la même somme. Là, j'ai besoin d'immobiliser 133 fois moins. C'est précisément le levier. Ça va être mon diviseur ici. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un compte, je sais pas moi, de 20 000 €, le temps de mon opération, 2016 € seront immobilisés. Donc j'ai un potentiel, j'ai un impact 133 fois supérieur à mon capital. Alors ça peut être le meilleur allié du trader comme le pire ennemi. Donc méfiance avec cette notion de levier. Il ne faut absolument pas en faire un absolu, en se dire que c'est une très bonne nouvelle. Non, ça peut évidemment se retourner contre nous. Voilà. Mais si vous avez le moindre doute sur le levier appliqué, il faut savoir que le levier est constant, c'est-à-dire si aujourd'hui c'est de 133 sur le DAX, le lundi, puisque demain bon, ce sera samedi, mais la semaine prochaine globalement ce sera également de 133, la semaine suivante également. Il faut vraiment qu'XTB change les règles du jeu en prévenant ses clients pour que le levier varie. Donc déjà il faut garder en tête que le levier est fixe globalement. Voilà. Généralement, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que dans les grandes lignes, dans la plupart des cas, sur le Forex, c'est globalement un levier de 200. Quelques subtilités derrière, mais c'est pas tellement le sujet du jour. Bon, je suis toujours d'ailleurs sur l'exécution instantanée ici. Partons du principe que cette cotation de 10 747 à l'instant T me convienne. Je peux fixer en amont mon take profit, par exemple 10 755 à nouveau, mon stop loss également en amont, à savoir 10 000 par exemple 740. Je vais cliquer sur vendre pour faire apparaître le potentiel de ces valeurs-là en étant short, donc 277 € de gain attendu. Comment calculer ce gain latent? Je prends tout simplement la différence entre la cotation de vente qui est à l'instant T, 10 752, et le take profit. Vous voyez que ça varie, hein. C'est pour ça qu'on va reprendre un exemple à prix fixe. Là, c'est un exemple variable puisque la cotation bouge globalement, j'ai 14 points d'écart. Il faut savoir en fait que une opération de 1 lot sur le DAX, ça représente par rapport à mon compte soit une plus-value, soit une moins-value de 25 € le point. Ça n'est pas vrai sur tous les actifs, ça dépend du levier, ça dépend de la marge, ça dépend de beaucoup d'éléments. Alors là aussi, petite subtilité, plutôt que de s'embêter à aller sur le site pour savoir ce qu'il en est, moi, je vous invite à calculer en fait votre valeur au point en simulant une opération. J'utilise très souvent en fait le ticket d'ordre, pas seulement évidemment pour mes passations d'ordre. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais j'ai plutôt tendance à utiliser directement le click and trade. Mais je l'utilise beaucoup pour faire des petites simulations. Par exemple, admettons que j'ai un volume complètement arbitraire qui ne me permette pas intuitif de définir mon impact au point. Un lot, je sais que c'est 25 €, mais bon, si j'ai pas envie de m'embêter, disons que 2,14 lots, je ne sais pas exactement ce que ça représente au point. Bien, je vais prendre une valeur, tout simplement, par exemple de 10 700, je vais inscrire au niveau du take profit 10 701, et bien je sais que ça va être 53 € et 50 centimes. C'est-à-dire que là, un point de variation va représenter plus ou moins 53 € 50 centimes sur mon compte à raison d'un volume de 2,14. Bien entendu, c'est proportionnel. Si je fais 0,17, vous avez vu, ça s'est mis à jour instantanément, ça représente désormais 4,25 €. Voilà. Là, je prends évidemment le cas du ticket d'ordre. Évidemment, on peut le calculer de manière très simple en faisant un petit produit en croix. Si je sais qu'un lot sur le DAX, ça représente 25 € au point, je me doute bien que 0,17, j'ai juste à faire mon petit produit en croix.
Autrement dit, 0, ou même directement une petite multiplication, 0,17 fois 25, ça va effectivement faire 4,25 €. Voilà. Que je le fasse à la calculatrice, que je le fasse de manière automatique via mon ticket d'ordre, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas trop de subtilité là derrière. Bon. C'est un premier point. Je reviens un petit peu sur l'exécution instantanée. J'ai parlé effectivement de la définition du stop loss et du take profit. Alors, comment définir son take profit et son stop loss? C'est évidemment pas le sujet du jour. Ça, c'est une question d'analyse technique et de money management. Là, je renvoie à ce que j'appelle la toile d'araignée, c'est-à-dire aux autres vidéos de formation. Très bien. Depuis quelques temps, on propose un stop loss suiveur que les clients sur MetaTrader 4 connaissent particulièrement bien, c'est-à-dire que mon stop va se décaler à mesure que le cours part dans le bon sens par rapport à mon orientation, et va se décaler. Par exemple, si je dis que mon stop loss suiveur de 50 points, eh bien, en étant rentré à 10 700 points sur le DAX et en cherchant à être long, donc haussier, en visant par exemple 10 800, si j'ai un stop suiveur de 20 points, mon stop initialement sera donc de 10 680, 10 700 moins 20 points en l'occurrence. Puis si je passe par exemple à 10 730, donc dans le bon sens par rapport à mon opération, proportionnellement mon stop loss suiveur va suivre, c'est-à-dire qu'il sera désormais à 10 710. Autrement dit 10 730 moins 20 points. Voilà, c'est évidemment intuitif. Par contre, si à partir de 10 730 le cours chute, eh bien là mon stop loss ne bouge plus, c'est-à-dire qu'il devient une sorte de stop loss fixe. Donc il ne se décale simplement, enfin il ne se décale que de la valeur indiquée par l'opérateur boursier, par vous, par moi, par la personne qui a défini le ticket d'ordre, et uniquement dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il vient couvrir votre opération. Le cas le plus intuitif, sans rentrer dans tous les détails, mais le cas le plus intuitif, c'est effectivement de dire que l'opération part dans le bon sens et donc que je viens sécuriser peu à peu mon trade, c'est-à-dire que si le stop loss est touché à 10 710, eh bien en étant rentré à 10 700, toujours dans le même exemple, eh bien j'aurai alors sécurisé 10 points de gain. Voilà, c'est le cas le plus intuitif. Bon. On va attaquer la partie un petit peu ambiguë, les ordres en attente d'exécution, comme le nom l'indique, les ordres différés, c'est-à-dire que je vais avoir besoin que telle ou telle cotation soit touchée pour que mon ordre s'ouvre. Je rappelle que sous nos yeux, on a une cotation de 10 762. Alors j'ai 4 cas hyper intuitifs. Je rentre à la hausse avec une cotation d'entrée supérieure à la cotation actuelle. Je rentre à la hausse avec une cotation inférieure à la cotation actuelle. Et inversement avec la vente. Une vente qui sera exécutée via un prix d'entrée, un point d'entrée supérieur à la cotation actuelle, ou l'inverse, un ordre de vente qui sera exécuté au travers d'un point d'entrée inférieur à la cotation actuelle. Alors, tout ça, ça s'appelle des buy limit, des sell limit, des buy stop, des sell stop. Je vous invite à l'apprendre par cœur, mais je vais vous donner une petite combine pour s'en souvenir facilement. Un buy limit, c'est une opération d'achat qui va avoir pour point d'entrée une cotation inférieure à celle à l'instant T. Un buy stop à l'inverse, c'est une opération d'achat qui va avoir un point d'entrée supérieur à la cotation à l'instant T. Un sell limit, c'est une opération de vente qui aura pour prix d'entrée une cotation supérieure. Et un sell stop, évidemment, une cotation inférieure me servira à rentrer sur le marché via un ordre de vente. C'est pas du tout intuitif. Disons-le très clairement. Mais c'est commun à toutes les plateformes de trading. La nôtre, Xstation, MetaTrader, courante chez tous les courtiers particuliers, les plateformes des concurrents, peu importe. Ça, c'est une norme. C'est pas XTB qui a décidé d'appeler ça des buy limits. Voilà. Alors, concrètement, il y a deux petites astuces si on ne veut pas s'embêter. Je me dis, tiens, j'aimerais bien rentrer à la hausse si le DAX venait à atteindre 10 800, ce qui est une cotation supérieure, mais je ne sais plus trop si c'est un buy limit ou un buy stop. Dans le pire des cas, libre à vous de faire une petite simulation. Je vais d'abord prendre le mauvais exemple, c'est-à-dire le cas qui ne marche pas. Buy limit, donc l'exemple qui ne marchera pas, et ça je suis catégorique là-dessus avant de simuler la chose, buy limit à 10 800, sachant que je suis à 10 755 actuellement, ça ne marchera pas. Et pourquoi ça ne marchera pas? Parce que tout simplement, j'ai un petit cadre rouge qui apparaît. Alors ça a l'air tout bête, mais là, j'ai beau appuyer 30 fois sur placer l'ordre, ça ne marchera pas. C'est tout bête, mais si vous avez un doute, faites-le. Et puis au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous allez le connaître par cœur. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, pratique. Maintenant, la petite combine que je vous invite à apprendre, en fait, une limite, c'est un gain, tout simplement. Donc, un buy limit par rapport à la cotation actuelle, ça veut dire que dans l'absolu, si l'opération pouvait être exécutée à une cotation inférieure, par exemple à 10 700, si je pouvais tout de suite rentrer à 10 700 sans que la cotation ne change, par exemple 10 753 à l'instant T, techniquement, tac, j'aurais déjà gagné 53 points. Je raisonne dans l'absolu, hein, évidemment c'est impossible, sinon on serait tous milliardaires, hein, mais bon, dans l'absolu. Eh bien, ça correspond donc à un gain, à une différence positive, voilà.
Donc en l'occurrence, ben là c'est possible. Je passe mon ordre, il est validé. Si c'était un buy stop, eh bien c'est forcément une différence négative parce que mon opération est un ordre d'achat, mais le point d'entrée est supérieur à la cotation actuelle. Donc c'est nécessairement une différence négative. Voilà. Et inversement avec sell limit et sell stop. C'est pour ça que c'est pas du tout intuitif initialement de se dire qu'un buy limit c'est au travers d'une cotation inférieure, alors qu'un sell limit c'est une cotation supérieure. On se dit mais attendez, les deux devraient s'appeler, enfin les deux devraient être dans le même sens, c'est pas logique. Ben, en fait, si on raisonne en différence par rapport au point d'entrée et dans l'absolu, sur le papier, dans notre esprit, par rapport justement au sens même de l'opération, ça devient beaucoup plus clair. Si ça n'est pas clair pour vous, ou si vous ne voulez pas vous embêter, gardez l'exemple du ticket d'ordre où buy limit, par exemple, encore une fois, je ne sais pas moi, 10 900, c'est impossible. Donc là, on ne pourra pas valider l'ordre. Bon, évidemment, les ordres en attente, je les trouve sous l'onglet ordre en attente. Ça, il n'y a pas trop de mystère là-dessus. Alors, je le supprime, hein, c'est pas important. Pour la suite de l'exemple, bon, alors on va garder l'idée d'un petit buy limit à la cotation de 10 700, donc sous-entendu, j'attends que le marché perde 50 points supplémentaires, 47 pour être précis, parce qu'à l'instant T on est à 10 747, 48. Bon, donc en fait, par rapport à mon analyse, par rapport à mon money management, etc., je m'attends en fait à ce que le marché baisse un petit peu à 10 700 et reparte à l'os. Il faut bien suivre parce que je ne vais pas prendre 4 exemples différents pour le buy limit, le buy stop, le sell limit, le sell stop, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure, mais la logique est strictement la même. Bon, donc je sais effectivement là déjà, je comprends qu'il est tout à fait possible de valider cette opération parce que mon cadre n'est pas rouge et puis parce qu'intuitivement je sais qu'à via un buy limit c'est possible. Alors expiration, c'est pas l'outil le plus intuitif, comme le nom l'indique, l'ordre se clôturera de lui-même le mercredi 9 décembre, en sachant que je suis le vendredi 4 décembre, il se supprimera de lui-même si et seulement si il n'a pas été ouvert. C'est-à-dire que si d'ici le 9 à 13h29, sous-entendu, alors 13h29 c'est pas intuitif pour ceux qui sont des fanats du trading sur le calendrier économique, mais disons qu'à 14h30 mercredi 9, j'ai une publication énorme au niveau des États-Unis. Typiquement le PIB américain. C'est pas le cas, mais c'est pour exemple. Hein. Bon, eh bien, si mon ordre en attente n'est pas validé d'ici là, s'il n'est pas ouvert d'ici là, eh bien, il va se supprimer de lui-même sans que je n'ai quoi que ce soit à faire, sans que je ne sois derrière les écrans à 14h29, juste avant la publication, par exemple, de ce mercredi-là. C'est particulièrement important parce qu'on n'est pas 24 heures sur 24 derrière les écrans. Ça l'est d'autant plus quand il s'agit d'une publication très importante en Asie et qu'on ne souhaite pas évidemment se lever à 3 heures du matin du fait du décalage horaire pour surveiller où en sont les ordres en attente. C'est très important. Mais de mon point de vue, c'est trop sous-estimé comme outil. Moi, je l'utilise très souvent, mais je remarque que c'est trop sous-estimé. Bon. Le take profit, alors j'en ai pas parlé parce que ça me paraît intuitif évidemment, mais le take profit, je rappelle que c'est tout simplement le niveau que l'on définit comme un niveau de clôture en gain. Donc en l'occurrence, en étant rentré à 10 700, ou du moins en cherchant à rentrer à 10 700 à travers d'une opération d'achat, naturellement mon take profit va se définir avec une cotation supérieure, c'est évident. Partons du principe simplement que je vise 50 points, 10 750, voilà. Mon stop loss, c'est évidemment le niveau de clôture automatique pour couvrir mon opération, c'est-à-dire pour la clôturer en perte. C'est important, c'est une sécurité. Là aussi, trop souvent dénigré. Disons, alors là, dans le cas présent, elle va être, le stop loss est toujours inférieur en termes de cotation à mon point d'entrée, puisque je suis sur une opération d'achat. Si j'étais sur une opération de vente, mon stop loss serait supérieur, évidemment, puisque ça sous-entendrait que le cours ne me donne pas raison par rapport à ma tendance définie. En l'occurrence, ici, je vais prendre un exemple de 10 675. Alors, très important sur X-Station. Ça me dit en pips, alors pips, moi j'aime pas le mot parce qu'en fait dans le cas d'analyse c'est plutôt un ticks, mais bon. Donc à la première décimale, ça me dit qu'en fait là je table sur 250 ticks, donc 25 points, moi j'ai plutôt tendance à raisonner en points pour les indices, et donc 500 ticks de gains attendus contre 248, 250 de pertes attendues, donc moins 24,8 points, en fait ça a un tout petit peu bougé parce que le cours a évidemment un petit peu décalé, contre 50 points attendus. Directement, ça me dit effectivement que alors je suis en train de le fermer parce que j'avais le message, ça me dit directement en fait le gain ou la perte attendue. Je vais reprendre très rapidement l'exemple. Donc ça me dit en fait que si mon opération est un succès, si elle atteint son take profit, je vais gagner 212 euros. Si c'est un échec, c'est 106 euros. Alors, je vous donne une petite astuce, il est souvent dit, alors je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, c'est le sujet d'une autre vidéo de formation, au niveau du risk-reward, ce qu'on appelle le risk-reward, c'est l'attente en fait en termes de gain, le potentiel de gain
par rapport au potentiel de perte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on était prêt à risquer par rapport à ce que l'on a effectivement gagné en moyenne. On peut définir le risk-reward sur une opération, il est plus pertinent de le faire sur l'ensemble d'un portefeuille. Bon, en l'occurrence, on peut le faire de deux manières. Soit on divise les points entre eux, à savoir 500 divisé par 250, donc je sais d'entrée de jeu que mon risk-reward est de 2. Ça, c'est le risk-reward basé sur l'amplitude, mais le risk-reward basé sur la plus-value attendue, la moins-value attendue, me donnera strictement le même résultat. On va prendre donc un exemple un peu moins intuitif que 500 divisé par 250. On va faire 212,50, mon gain attendu, divisé par ma perte attendue, 106,25. Je sais que c'est 2, mais c'est un peu moins intuitif parce que c'est des valeurs moins rondes. Voilà. 2. Alors, il est souvent dit dans la littérature boursière, vaste débat, qu'il faut avoir généralement un risque-reward supérieur ou égal à 2. Je ne rentre pas dans le détail, c'est le sujet d'autres vidéos de formation. Bon, au niveau du volume, il est bien évident que mon volume va totalement déterminer, comme on l'a vu, mon gain comme ma perte. Et proportionnellement, si je passe de 0,17 à 0,34, donc si je multiplie par 2 mon volume, je vais par magie, passer à une attente de gain fixée alors 212,50 x 2, ça nous fait du 425 en toute logique. On le fera dans quelques instants. Et 106,25 par 2, ça va faire 212, moins 212,50. On va le simuler. 0,34, hop, 425 effectivement, et 212,50. Voilà. C'est évidemment proportionnel. Qui dit proportionnel par rapport à l'espérance de gain pardon, et de perte, le dit également au niveau de la marge. Ma marge a été multipliée par 2, c'est-à-dire l'argent que je vais mobiliser, la valeur du contrat également, toujours avec un rapport dans cet exemple-là de 133. Voilà. Alors, il y a plein de manières d'utiliser le ticket d'ordre. Une manière intéressante, c'est de dire, ok, j'ai tel budget, j'ai tel money management, je n'ai pas envie de risquer plus de 100 € sur mon opération. De mon point de vue, c'est pas hyper intuitif parce que ça veut dire qu'on se base plutôt sur money management que sur l'analyse pour définir le stop loss, mais partons du principe que ça reste une possibilité. Bon. Je sais que mon buy limit se déclencherait à 10 700. À quoi correspondrait, à raison de 0,34 lots, une perte de 100 €? Eh bien, je vais tout simplement taper moins 100 €. Alors j'insiste sur le moins, parce que si vous tapez 100 €, évidemment, il ne va pas comprendre en guise de stop loss. Ça va vous faire une valeur en rouge. De toute manière, dès que vous avez un cadre rouge qui apparaît quelque part, c'est mauvais signe. Ça veut dire ça veut dire que le problème est entre la chaise et le clavier. Donc, moins 100 € en l'occurrence, ça donne effectivement un stop loss automatiquement défini à 10 688,2. Voilà. Et en l'occurrence, comme c'est un tout petit peu décalé, c'est même passé à moins 100,30 parce qu'il est obligé d'arrondir à cause du volume. Si par exemple je passe à un volume de 0,01, naturellement ça va extrêmement éloigner, en toute logique 34 fois plus loin, puisque je passe de 0,34 à 0,01, eh bien ça va éloigner mon stop loss. C'est-à-dire que là, mon stop loss, toujours avec cette idée de rentrer à 10 700, cette fois-ci avec un volume de 0,01 lot, donc sous-entendu, chaque point va me faire gagner ou perdre 25 centimes, 25 divisé par 100, eh bien ça va me donner effectivement un stop loss à 10 300. Alors là, bon, la valeur est hyper symbolique. Ça m'indique en pips, ou en TX plutôt, toujours pareil, moins 4000, donc sous-entendu moins 400 points. Et c'est effectivement la différence qu'il y a entre 10 300 et 10 700. Bon, je prends l'exemple un peu méchant, celui de la perte, évidemment. Alors là, par contre, je ne vois absolument pas l'intérêt de le faire comme ça, mais admettons, parce que la logique de se dire, j'aimerais gagner 250 € sur une opération, bon, j'aimerais un jour qu'on me l'explique, parce que je ne vois pas comment c'est possible de raisonner comme ça, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'analyse. En fait, on fait du casino. Mais partant du principe quand même que ça reste une option. Bon, je vais dire, je vais gagner 250 € à raison de 0,50 lots, donc à raison de 12,5 € le point. 25 divisé par 2, eh bien, en rentrant à 10 700 avec 0,50 lots, si j'attends 250 € de gain, eh bien, ça me donne effectivement un take profit automatiquement calculé à 10 720. Alors, on peut le vérifier ensemble, c'est toujours la même chose. Il y a une différence de 20 points, j'ai 12,5 € le point, 12,5 fois 20, ça va faire 250. Et oui, voilà, c'est de mon point de vue à peu près tout dans les grandes lignes parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Je vais quand même parler rapidement de 2-3 notions. Le spread, soit fixe, soit variable, selon la nature de votre compte. Là, je suis sur un compte de démo pour le webinaire, pour la vidéo, sur un spread variable. Vous remarquerez que sur le DAX, en l'occurrence, selon toujours pareil, les lois de l'offre et de la demande, il passe de 0,9 à 1,6. On a eu à peu près la variation, c'est 0,9, 1,1, 1,6 dans les dernières secondes. Voilà, là on passe de 1,6 à 0,9. Important. Le spread est défini en euros également selon mon volume, puisque c'est toujours la même logique. Là, à raison de 0,50 lots, donc à raison de 12,5 € le point, si on fait 12,5 fois 1,1 à l'instant T, ça fait 13,75. Ou fois 0,9, ça va être 11,25. Voilà, c'est calculé automatiquement. Évidemment, c'est toujours pareil, ça dépend du volume. Proportionnellement, si je passe à 2 lots, ça va faire 55, à raison d'1,1 de spread. Si je passe à 0,1, ça va faire
2,75 € pour 1,1. La valeur du PIP, ou plutôt du TIC, est également précisée directement ici. Moi, je vous ai montré, parce que j'aime bien que ce soit évident et qu'on ne se repose pas simplement sur l'indication du ticket d'ordre. Moi, je vous ai donné les méthodes pour le calculer. Je préfère que ce soit une évidence et un calcul intuitif pour tout le monde, plutôt que de dire juste, bon ben voilà, c'est marqué là. C'est un peu bête et méchant sinon. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est marqué là. Donc la valeur du TIC, la valeur d'une décimale, effectivement, si j'inclus un lot, vous vous souvenez que tout à l'heure, c'était 25 € le point, donc la valeur du PIP, ou plutôt du TIC, 25 divisé par 10, puisque je me repose sur la première décimale. Alors le swap journalier, bien, on est sur un indice, donc il n'y en a pas. Donc très rapidement, je vais prendre l'exemple du Forex, puisque c'est essentiellement, sans rentrer dans toutes les subtilités, c'est essentiellement sur du Forex. C'est surtout vrai l'application du swap journalier, donc des frais interbancaires appliqués aux opérations. Donc là, par exemple, sur AUD-USD, le dollar australien face au dollar américain, je sais qu'à raison de un lot, si je maintiens mon opération, en l'occurrence à l'achat, le swap journalier qui va m'être appliqué sera de 1,96 €. Si je le mets typiquement à la vente, ça va être moins 5,27 €. Alors vous aurez compris que quand je dis 1,96 €, c'est crédité, c'est de l'argent que je gagne, puisque à chaque fois Xstation, quand même, honnêtement, vous indique justement quand il s'agit d'une valeur négative. Ça peut être contre-intuitif de dire 1,96 € de frais. Bah non, c'est 1,96 € en fait qui vous revient dans ce cas très précis, sans rentrer dans toutes les subtilités. Si c'est quelque chose, si c'est un débit contre vous, donc il y a marqué moins, hein, tout simplement. C'est évident, mais il faut quand même le préciser, parce que le swap, c'est pas intuitif pour tout le monde. Le fait que le swap puisse être un gain. Voilà. Alors, ça fait quand même à peu près 25-30 minutes de vidéo de formation. C'est précisément le format à peu près que je voulais respecter. Je voulais même plutôt être sur 20 minutes. Certes, tout n'a pas été développé, mais malgré tout, je suis absolument convaincu que les grands piliers, les grands axes du ticket d'ordre absolument indispensables ont tous été évoqués. Voilà, pour moi c'est bon. Je jette un petit dernier coup d'œil. On a parlé de tout, du rapport entre nominal et marge. Là, c'est le diviseur ou le multiplicateur selon la manière dont on le voit. Ça va être le levier, le volume on en a parlé, tout ça c'est bon pour moi. Et puis c'est bon. Ok, bah écoutez, merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous donne naturellement rendez-vous dans les prochains webinaires et puis surtout dans les autres vidéos de formation. Voilà, merci à tous, excellente fin de journée et puis à très bientôt.